Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h20, le gouverneur de la Banque de France est donc l'invité de Radio Classique ce matin. Bonjour François Villeroy de Galhau. Bonjour Nicolas Pierron. Emprunter de l'argent est devenu quasiment gratuit en Europe. La France paye actuellement moins de 0,5% d'intérêt pour s'endetter sur 10 ans. L'Allemagne, 0,1%. C'est le résultat de la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne, destinée, on le rappelle, à lutter contre le risque de déflation et à relancer l'activité économique sur le vieux continent. Est-ce que cette politique n'est pas dangereuse sur le long terme ? C'est une politique qui correspond à notre mandat sur l'inflation. Nous visons une cible d'inflation de 2% à moyen terme. Et tant qu'on n'y est pas, la politique monétaire doit soutenir l'activité, c'est-à-dire très concrètement soutenir les entreprises et les ménages. C'est soutenir l'économie réelle. Et on voit les effets positifs de cette politique. Les volumes de crédit repartent. Les taux de crédit, vous l'avez dit, sont beaucoup plus bas. C'est vrai pour les entreprises. Les taux des crédits aux entreprises, en moyenne en Europe, ont baissé de 0,80% depuis 2014, depuis que la BCE pratique cette politique non conventionnelle. Et puis du côté des ménages, on sait que les crédits à l'immobilier sont à des niveaux historiquement bas, moins de 2% hors assurance en moyenne. Tout ça est bon pour le secteur immobilier. Alors ce qu'il faut, tout en menant cette politique monétaire active, parce que c'est notre mandat et donc c'est notre devoir, ce qu'il faut, c'est surveiller des risques éventuels de bulles. Nous le faisons très régulièrement au sein du Haut Conseil de stabilité financière en France et nous estimons aujourd'hui qu'il n'y a pas de bulle financière globale. La question, François Villeroy de Galhau, c'est de savoir si cette politique monétaire a un effet sur la croissance. On voit qu'aux États-Unis, qui ont pourtant renoué avec une croissance solide, les États-Unis ne sortent pas des taux bas. On est toujours à 0% aussi. Alors, cette politique monétaire est bonne pour l'investissement des entreprises à travers le crédit, est bonne pour le secteur immobilier, je le disais, donc elle est bonne pour la croissance. Et on estime que l'inflation et la croissance auraient été plus basses d'environ 0,3% par an si nous n'avions pas mené cette politique monétaire active. C'est pas beaucoup. 0,3%, c'est tout à fait significatif. Nous allons continuer à faire le mieux possible. Nous avons adopté d'ailleurs le 10 mars un paquet de mesures très fort pour l'économie réelle, pour le financement toujours des entreprises et des ménages. Mais, si vous me permettez l'expression, la meilleure politique monétaire du monde ne peut donner que ce qu'elle a. C'est une des composantes de la politique économique et il est essentiel de mieux coordonner les autres aspects de la politique économique, la politique budgétaire, les réformes structurelles, la politique de financement. C'est pour ça qu'il faut une meilleure coordination des politiques économiques en Europe et un ministre des Finances de la zone euro, comme je le propose. Vous proposez effectivement la nomination d'un ministre des Finances européen, mais dans un climat de défiance généralisée, quasiment identique, si ce n'est supérieur à la pire période qu'ait connue la zone euro, à savoir la crise grecque. Comment faire en sorte que ce projet puisse voir le jour ? Alors, un mot sur la défiance vis-à-vis de l'Europe. Je crois qu'il y a défiance quand l'Europe apparaît abstraite, lointaine, comme il y a aux États-Unis défiance vis-à-vis de Washington et de la politique fédérale dans la campagne électorale. Mais en même temps, les citoyens européens gardent une très forte confiance dans l'euro, à 68% pour l'ensemble de la zone euro, à 67% en France. Et là, c'est une réalité concrète, une monnaie solide qui bénéficie à tous les Européens. Et le débat que nous devons avoir, c'est comment favoriser plus de croissance, plus d'emplois, très concrètement pour les Européens. Le débat sur la coordination des politiques économiques, ça n'est pas une discussion théologique sur plus de Bruxelles. C'est un projet très concret pour plus de croissance et plus d'emplois sur le plan économique, sur le plan de la réalité de la vie des Européens. Pourtant, aujourd'hui, on a l'impression que l'Europe ne se limite qu'à la coordination budgétaire, qui ne marche pas d'ailleurs, puisqu'on voit que les États européens appliquent chacun leur stratégie finalement. L'Allemagne est en excédent budgétaire, la France en déficit. Vous avez raison, cela ne marche pas suffisamment. Je crois qu'il faut revenir aux origines du projet. Vous vous souvenez, on l'appelait Union économique et monétaire. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ? L'Union monétaire, ça marche. Il y a la Banque Centrale Européenne, il y a une institution solide qui mène une politique monétaire active, efficace, tout en surveillant les risques, nous en avons parlé. Mais du côté de l'Union économique, il n'y a pas de jeu collectif. Chacun des États pratique un jeu personnel, un jeu individuel, et donc la politique budgétaire ou la politique de réforme est jugée juste à l'aune de chaque frontière nationale. Ça ne produit pas la bonne stratégie collective. Si on regarde entre la France et l'Allemagne, on oppose toujours le besoin de réforme en France
et puis la nécessité de coordination européenne. Il faut arrêter de les opposer. Il faut les deux, réforme et coordination. Tout le monde sait que la France a un besoin de réformes supplémentaires et que l'Allemagne a une capacité de relance budgétaire. Mais il faut pouvoir combiner les deux dans une stratégie collective que le ministre des Finances de la zone euro serait chargé de préparer et dont il surveillerait la mise en œuvre. Encore faut-il l'incarner, ce ministre des Finances de la zone euro que vous appelez de vos vœux, et on sait que de ce point de vue, aujourd'hui, les dirigeants européens ont un déficit à la fois de crédibilité et de légitimité. Ce ministre des Finances... On est loin de l'époque de Jacques Delors, pour faire court. Oui, mais je crois que le besoin demeure, il s'est même accru, et qu'il faut évidemment une procédure de nomination qui assure la légitimité démocratique de ce ministre des Finances, qui travaillera au passage avec les ministres des Finances nationaux. Il ne les remplacera pas. On pourrait s'inspirer en la matière de ce qui s'est fait sur la politique étrangère, c'est-à-dire un ministre des Finances qui est proposé par le président de la Commission, choisi par le Conseil européen, c'est-à-dire les chefs d'État et de gouvernement, et approuvé à la majorité par le Parlement européen. Ça, c'est une procédure très démocratique. Et ensuite, il faut bien sûr qu'il y ait débat chaque année sur la stratégie collective de la zone euro. Vous savez, les économistes le disent très clairement, ils font souvent appel à la théorie des jeux. Une stratégie coopérative est meilleure, produit plus de croissance et d'emploi que des stratégies individuelles. L'absence de coordination économique nous a coûté entre 2 et 5 points de PIB depuis 2011 en Europe. Cela veut dire qu'elle nous a coûté des millions d'emplois, et donc c'est très concrètement qu'il faut se battre pour rattraper ces points de croissance. Malgré tout, ce qui frappe aujourd'hui les citoyens français, c'est par exemple l'absence d'harmonisation fiscale et sociale en Europe. On le voit avec les accusations de dumping en Allemagne dans l'agriculture, ou encore l'Irlande qui taxe les sociétés à un taux d'imposition 3 fois inférieur à celui de la France. Alors l'harmonisation fiscale est souhaitable en Europe. Il y a d'ailleurs eu, il y a plus de 20 ans, des progrès sur la TVA et les impôts indirects, mais c'est un chantier à plus long terme parce que la fiscalité est aujourd'hui soumise à la règle de l'unanimité en Europe, et ceci supposerait de passer à la majorité qualifiée. Et donc, il faut continuer à progresser par étapes. Je propose d'ailleurs que, une fois élaborée cette stratégie collective, qui est une coordination des politiques nationales, on envisage une étape supplémentaire vers une union budgétaire et fiscale. Mais si nous voulons tout faire tout de suite, probablement nous ne ferons rien. Avançons d'abord sur la voie de cette stratégie collective pour la croissance et l'emploi. Tout dernier mot, François Villeroy-de-Galhau, votre prévision de croissance aujourd'hui pour 2016 en France, on est à plus de 1% toujours ? La croissance en France, nous n'avons pas publié côté Banque de France de nouveaux chiffres et nous le ferons au mois de juin. Mais la croissance en France en 2016 devrait se montrer résistante, c'est-à-dire au moins au niveau de l'an dernier qui était 1,2%, tout en restant insuffisante, c'est-à-dire que nous serons en dessous de la moyenne de la zone euro, qui devrait être à 1,4, 1,5. Et ceci renvoie aux besoins de confiance, aux besoins de réforme, pour retrouver, comme nos voisins européens, je le note au passage, le chemin de la création d'emplois durables. Merci François Villeroy-de-Galhau, gouverneur de la Banque de France, invité de l'Économie ce matin de Radio Classique. Avec Wendel, investisseur de long terme. Et dans un instant, Guillaume Durand pour la suite de la matinale.